peux couper, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Bonjour, donc je suis Dominique Bouillet, je suis agriculteur à Comines, maraîcher exactement. Je fais un peu de céréales et puis beaucoup de légumes. Et je plante énormément de haies. Pourquoi? Parce que pour protéger justement mes légumes contre les chenilles, les pucerons et ainsi de suite. Donc je mets des haies mellifères justement. Et on voit ici derrière moi, justement, ici tout ce qui est chenilles défoliatrices. Elles viennent justement manger les feuilles du fusain. Je mets du fusain, il y a de la viorne, il y a du prunelier. Et tout ça, bon, ça ramène nos petites bêtes. Et puis comme ça, tant qu'elles sont dans les haies, elles ne sont pas dans les légumes. Donc ces petites bêtes, elles se laissent emporter par les vents en général. Et les haies font barrière. Et justement, s'ils trouvent à manger dans ces haies, bah, ils restent dans les haies. Et comme ça, ils ne sont pas dans mes légumes. Ça m'évite de passer des insecticides. Et parfois, sur certains légumes très sensibles, que je passe peut-être un insecticide, mais c'est tout. Voilà, donc ces haies ont été plantées justement en 98, donc ça fait déjà 15 ans. Et pourquoi j'ai planté ces haies? C'est parce que bon, au départ on a eu une tempête en 90 et nos serres ont été ravagées. Donc on a fait une haie brise-vent. Et puis je me suis intéressé aussi, dire voilà, faire brise-vent c'est peut-être bien, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts à planter des haies? Et donc on a été à une petite formation justement sur la plantation des haies, sur les essences aussi à planter. Et c'est là où ça m'a amené à faire une haie ici brise-vent, elle est en double rangée. Donc à l'arrière vous avez des noisetiers, du chêne pédonculé, de l'érable champêtre. Et ici à l'avant on a des choses un peu plus mellifères comme le viorne, le fusain, on a aussi un peu de cornouiller, on a un peu de troène. Et j'essaie donc tous les autant de mètres vous avez les mêmes essences d'arbres. Et ça permet justement donc de protéger les serres. Mais aussi, et c'est là où j'ai vu, où on avait beaucoup d'auxiliaires indésirables comme les pucerons, comme les chenilles défoliatrices. Et c'est pour ça après qu'on s'est amené à en planter dans le cadre d'un CTE, un contrat territorial d'exploitation, d'en remettre en 2003, donc 5 ans après, et d'en remettre encore on fait encore quelques plantations comme l'année dernière, et puis on va encore en faire encore un petit peu cette année. Donc pourquoi? Parce que les insectes ravageurs sont plutôt dans les haies que sur mes légumes. Et en plus, donc il fait brise-vent. Et aussi pour la beauté, parce que quand on arrive à l'automne, du fait qu'il y a plusieurs essences d'arbres, vous avez du jaune, du rouge, du vert, parce qu'il y a des feuillages caducs, des feuillages persistants. Et ça, c'est très bien. Vous mettez des essences d'ici, hein, donc comme je vous ai dit, le cornouiller, l'érable champêtre, le noisetier, enfin il y a vraiment pas mal de petites choses, hein. Et le prunelier, mettez ça et puis vous allez voir, vous allez avoir vraiment de très très bons résultats. Avant je passais environ 2 insecticides par an sur les légumes, maintenant j'en passe plus du tout, sauf une fois sur certains légumes. Comme le chou, éventuellement le poireau, mais là ça fait déjà 5 ans que j'en mets plus du tout. Mais le chou et le navet principalement. Les couloirs éoliens, les couloirs de vent, d'un coup on met plus rien. Alors le vent vient s'engouffrer et le vent prend de plus en plus de vitesse et au bout de quelques kilomètres après il y a des ravages. Tandis que nos haies, tout ça, ça arrête les vents. Une bonne haie doit retenir 60% du vent. Et à 30% qui passe au travers. Ça, c'est une bonne haie. Et là, par derrière, il y a des serres. Ben, on n'a pas besoin de mettre des brise-vent ou des trucs comme ça. Ah bah tiens, voilà une vraie coccinelle. Tiens. Là. Mais c'est le début de saison, hein, c'est pour ça. C'est la coccinelle bien de chez nous. Voilà. Voilà la belle coccinelle. Et bien ça c'est des bonnes bêtes. Et si elles sont là, c'est parce que je mets rien du tout dedans. Et ça, et qu'il y a un peu de pucerons, c'est normal, ils doivent se nourrir, comme je dis toujours. Plus un puceron, plus rien. Ouais mais c'est une erreur, c'est une erreur. Parce qu'ici, on va partir. Alors là, c'est une larve de coccinelle sur une feuille de blé. Et parce que comme je ne mets pas d'insecticide, de temps en temps, il peut arriver qu'il y a des pucerons. Et c'est ce qui est normal, puisqu'il faut leur donner à manger. Et il n'y a même pas 1% de la culture qui a des pucerons. Et automatiquement, il y a quelques coccinelles et c'est normal. Et il faut la laisser et puis elle a de quoi manger.
Tout ce qui est faune, par exemple les perdrix l'hiver, ils aiment bien aller là-dedans parce qu'ils sont à l'abri. Ça, on a oublié aussi d'en parler, que ces petites bêtes, ils viennent se protéger dans les haies l'hiver. Il y a, du fait qu'on ne laboure pas, il y a les carabes, il y a pas mal d'autres insectes, ça fourmille là-dedans et ils savent se reproduire là-dedans. Parce que du fait qu'on ne tire pas la charrue, tout ça, qu'on ne retourne pas toujours leur habitat, parce que ça reste comme ça, et c'est là où ça va très bien aussi. Et la carabe, oui, ça mange les œufs de limaces. Pourquoi les mettre de l'anti-limace? On en a du naturel. Mais pour revenir à un équilibre comme ça écologique, pour dire voilà, on n'utilise plus d'anti-limaces, on n'utilise plus d'insecticides, c'est vraiment plus en faire. Mais pendant 3-4 ans, nous on a mis au moins 3-4 ans à être avec beaucoup de ravages. Parce qu'en attendant, revenir à l'équilibre, il faut au moins 2-3 ans, 4 ans. Ah, il est nerveux, hein. Voilà. Ça c'est de la bête, ça. Voilà. Et tant qu'on aura ça, t'es sauvé. Tu fais des économies d'échelle incroyables d'insecticides. Ça c'est des économies. Ça c'est des économies. Ça. Non, pourquoi on ne trouve plus d'hirondelles? L'hirondelle est un oiseau qui se nourrit en volant. Elle prend tous les insectes qu'elle va trouver. Au-dessus des champs de blé, tout ça, on te passe un insecticide, les insectes sont malades. Et puis les hirondelles, elles arrivent et vas-y, et elles se gobent d'insectes qui sont remplis d'insecticides. Elles crèvent et puis maintenant, on n'en a plus. D'un seul coup, on a trouvé qu'on a moins 30% dans les hirondelles de cheminée et presque 80% des hirondelles de fenêtre. C'est quand même grave. Nous, on avait trois couples d'hirondelles, on n'en a plus. Hein. Depuis 10-15 ans, on n'en a plus un couple. Cependant, il devrait être bien ici, mais non, c'est parce que tout le monde traite aussi. Hein. Je suis tout seul au milieu de ce paysage de traitement. Le traitement aussi, on a des cancers généralisés, des cancers spécifiques à l'agriculture. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on nous a vendu le Roundup, le glyphosate, il y a plus de 20 ans, c'est un produit qui est pas nocif pour l'homme, c'est impeccable. Hein. Ouais, et maintenant, vous traitez une journée complète au glyphosate, vous les retrouvez déjà dans vos urines à 5 h de l'après-midi. Problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas les croire, ces gens-là. Ce sont des menteurs, ce sont des vendeurs. Voilà, des vendeurs. Et tant qu'on va dire n'importe quoi pour vendre, nous on croit que c'est la clé miracle. C'est la solution miracle. Non, c'est pas la solution miracle. On a autre chose à faire que pour utiliser. On doit en utiliser un peu, oui, mais certainement pas en excès. Maintenant, c'est vrai qu'ils vont être obligés de réduire. Et il faudra fortement réduire. Et surtout, la France, on est un des pays où on en consomme énormément de ces cochonneries. Et c'est pour ça qu'après, il n'y a plus de vie, ou alors on a un déséquilibre écologique, et puis, et tu mets pas d'antilimace? Non. Moi je suis obligé de n'en mettre. Oui, mais qu'est-ce que tu faisais avant? Ah ouais, ça, insecticide et antilimace. C'est foutu. Ton équilibre est cassé, c'est fini, c'est terminé. Il faut attendre 2-3 ans, 4 ans pour se remettre en route. Et après, c'est tout. Et après, on fait des économies d'échelle. Incroyable. Mais bon, et au moins, on nourrit pas, c'est une multinationale, on essaie de maintenir cette terre du mieux qu'on peut et la plus naturelle possible pour nos enfants, nos petits-enfants, parce qu'eux, ils auront besoin aussi de se nourrir, ils auront besoin de cette terre-là pour se nourrir. Et ça, c'est pour les générations futures. Et on est toujours un temps d'avance, mais pour l'instant, oui, on n'est pas reconnu. Et la politique agricole ne nous reconnaît pas non plus. Hein. C'est pas normal qu'on ait la plus petite ferme avec le plus grand nombre d'actifs et qu'on touche le moins de primes. Voilà. 1500 €, les autres 16 000 en moyenne, et les plus gros ici du secteur, c'est 45 000. Bon, entre 1500 et 45 000, oui. Faites le calcul. Le calcul, il est là. Vous voulez aider qui? Voilà. À 45 000, il fait pas comme moi. Hein. Il n'y a pas de danger. Lui, c'est pulvériser à tout va, du tonnage, de la productivité, vas-y. Hein. Et puis, il croit que ça va continuer comme ça. Non, la terre, à un moment donné, elle va souffrir, elle va en avoir assez. On le voit très bien dans les Flandres, là où ils ont mis patate sur patate. Ils ont les mêmes maladies, le même microbisme, mais maintenant, ils arrivent avec des nouvelles maladies que parfois, ils n'arrivent plus à endiguer. Ils se demandent quoi? Ils commencent à se poser la question, merde, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années? On ne peut plus continuer comme ça, ils s'en rendent compte. Oui, mais avant d'en arriver là, essayez de faire déjà quelque chose avant. Regardez les États-Unis avec leur saloperie d'OGM. Maintenant, ils ont ils ont fait des cultures résistantes au glyphosate. Ouais, mais maintenant, ils sont mutés et même avec du glyphosate, ils n'arrivent plus à l'avoir. Ils sont obligés de faire du désherbage mécanique et de faire parfois des friches pendant 2-3 ans avec un désherbage mécanique pour pouvoir tous les enlever parce qu'ils sont devenus résistants même au glyphosate. La nature, la vie mute, ça change, ça reste pas fixe, hein, ça bouge toujours. Et si on veut pas rester un petit peu
faire une marche arrière, parce que moi, il y en a beaucoup, ils disent « Ah, vous êtes en retard, vous êtes en arrière au temps des chevaux ». On est bienvenu de quelque part, on a vécu des millions d'années sur cette terre, et maintenant, en 50-60 ans, on croit qu'on a la solution miracle. On croit qu'on va tout... On va savoir manipuler la terre, on va savoir manipuler l'environnement, on va tout savoir manipuler. Non, 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 vous êtes maître de rien du tout. Regardez les inondations, une tornade, des trucs... Non, 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 on n'est pas maître, c'est la nature qui dirige. Point. Et vous allez en fonction de la nature. Il y a des sols qui vont vous donner, par exemple, 35 tonnes de pommes de terre. Il y en a qui vont vous donner, bon, 50 tonnes, mais ça, c'est les productivistes. Mais il y en a qui vont vous donner 29 tonnes ou 28 tonnes. Eh bien, c'est normal. Acceptez ça, parce que la nature vous l'a donné comme ça. Et allez dans ce sens-là. Bien sûr, il faut un prix. Il faut aider, ou même, je ne demande pas d'aide. C'est dire, voilà, payer au juste prix. Voilà, point. Un blé, vous mettez plein de pesticides, tout ce que vous voulez, vous êtes payé au même prix que celui qui va dire, bah oui, je vais pas mettre ça, je vais pas mettre ça, je vais mettre ça, je vais avoir 30-40% de moins en productivité, mais je suis toujours payé le même, donc je perds 30-40%. Revenons à une agriculture vraiment à hauteur humaine, on va dire. On pourrait réarriver, et bien sûr, il faut payer notre alimentation plus cher, ça, il n'y a rien à faire. Parce qu'on tirait vers le bas le prix d'alimentation, de ce coup, les grandes surfaces qui font des prix à casser les trucs, mais en général ça vient d'Espagne ou je sais pas trop d'où. Ça nous casse. Il faut un prix, et si on n'a pas de prix... Ce matin, j'ai écouté, c'est tout bête, hein. Je sais que le prix de mes salades ont été multipliés presque, je dis bien, presque par 6 en 40 ans. Parce qu'on a nos historiques, hein. Et quand j'ai vu que le non-port de la ceinture en 1973, on risquait 40 francs, soit 6 € l'amende, et que maintenant elle est à 90 €, c'est multiplié par 15 nos amendes. Et bien si je devrais vendre à l'heure actuelle une salade à 1,80 € au lieu d'1 €. Et 1 €, il y en a qui disent que c'est cher. Et bien si j'aurais suivi l'inflation de nos amendes, je serais à 1,80 €. Voilà. Notre travail n'a pas cette valeur. Mais l'alimentation c'est cher. Non, c'est pas cher. On la trouve 25% dans nos poubelles, c'est pas cher. Une bague en or coûte très cher, vous la trouverez pas dans la poubelle. Je suis un peu révolutionnaire hein, parfois. Hein. Alors il y a 20 ans, j'étais un farfelu. Un qui venait d'une autre planète. Et maintenant, ils se disent, tiens, on a un petit œil parce que quelque part, il y a peut-être raison. Quelque part, tiens, il y a quelque chose de vrai. Mais chez moi, il y a 0 technicien, ils sont rentrés chez moi. Il n'y a pas un technicien. Le technicien, c'est moi. C'est les frères, c'est nous, c'est notre terre. On la connaît. Tu me mets agriculteur, par exemple, dans la Vénois ou à 10 km d'ici, je ne connais pas la terre, je suis foutu. On la connaît cette terre, on l'a toujours travaillé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, ah, quelque part, il a raison. Ah, tiens, et je vois, ah, tiens, on va commencer à mettre des haies. Ah, on va commencer peut-être à faire attention. Ah, on va peut-être maintenant limiter. Mais on a toujours été précurseurs, on a toujours vu avant tout le monde que le problème de cette agriculture-là, elle aura une fin. Et que beaucoup y ont dit non, parce qu'ils ont la tête dans le guidon. Ils ne reçoivent pas d'informations parce qu'ils ont la tête dans le guidon et on entend les techniciens sont des vendeurs, eux ils sont du bon côté de la barrière, hein, et l'agriculteur, bah, lui il trime, et puis l'autre, bah, il vend ses produits et puis il y en a plein les pognes. Un technicien pour moi ne doit pas vendre, un technicien il doit être là au service de l'agriculteur. Si vous allez dans le sens de votre terre, de votre culture, vous allez réussir, j'en suis certain, mais bon, c'est pour l'avenir, hein, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, hein. C'est un choix.